Y a-t-il des glandes anales de castor dans votre crème glacée? Est-ce que la gravité terrestre pourrait s'interrompre pendant 7 secondes? Et a-t-on ramené à la vie un loup préhistorique? En 10 ans de vérification de faits en science, on a presque tout vu. On a déboulonné des centaines de mythes, dont certains continuent de circuler malgré tout 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, on vous parle de tout ça. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Ici Ève Baudin. Pour cet épisode qui souligne les 10 ans du Détecteur de rumeurs, je suis avec mes deux invités, des personnes que vous connaissez déjà bien au balado. Pascal Lapointe, qui est rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Bonjour. Et Catherine Couillard, qui est journaliste scientifique à la rubrique Le Détecteur de rumeurs. Allô, Ève. Donc, on est presque toute l'équipe du Détecteur de rumeurs autour de la table en ce moment. Oui, il y a aussi François Guérin qui est aux communications, à la promotion et à plein d'autres choses aussi en dehors du Détecteur de rumeurs. Et puis, il y a José Nazat-Drouin, qui est la directrice générale de l'agence Science Presse depuis plus de 20 ans. Petite équipe, donc, mais qui abat beaucoup de travail. Combien de textes on a écrits en 10 ans? Plus de 800. Ouais, quand même beaucoup. On a fait aussi des capsules vidéo. Je pense aux séries Anatomie des fausses nouvelles, qui a été longtemps sur Savoir Média, mais qui est maintenant disponible sur notre site web. La série On veut des faits aussi, qui a été diffusée à Télé-Québec. Aux séries aussi qu'on a fait vraiment vraies, qui sont plus en éducation aux médias. On a fait aussi beaucoup de formations. Kathleen, t'en as écrit quelques-unes, des formations d'éducation aux médias. Oui, bien, on a une formation sur la désinformation climatique. On en a une sur comment bien faire ses propres recherches. Ouais. Mais la plus récente, bien, une formation sur l'intelligence artificielle pour les enseignants du secondaire. Oui, donc on a vraiment ces deux volets-là de vérification de faits, mais aussi d'éducation aux médias. C'est important pour nous. Et on a aussi ce balado qui cherche un peu à vous expliquer quels sont les rouages de notre travail, puis un petit peu aller plus en profondeur sur nos méthodes de vérification des faits et à faire connaître notre équipe aussi. On en est à la 5e saison. Moi, je suis très contente de ce balado. Puis peut-être qu'on pourrait aborder la question de la variété des thèmes qu'on aborde dans nos textes. Là, j'ai ici une liste de textes populaires au cours des 10 dernières années. Ça va de sujets sur la vaccination, à la peur du stérilet, au cannabis et l'exposition involontaire au THC, le jus de canneberge pour les infections, marché 10 000 pas. Donc, c'est très, très varié. Puis, des fois, on a des sujets un petit peu plus inusités. On touche à beaucoup de choses. On touche à la santé, à la science. Ouais. C'est une façon aussi de rappeler que quand on parle de science, on touche à plein d'enjeux sociaux, économiques, politiques. Oui, comme dirait José Drouin, notre directrice, la science est partout. Voilà. Exactement. Et puis, il y a aussi des sujets qui sont parfois surprenants à déboulonner là, comme journaliste scientifique, hein, Catherine? Oui, bien, un de nos textes les plus populaires, là, c'est est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent favoriser la naissance de jumeaux? Ouais. Donc, c'est un sujet un peu qu'on ne s'attendait pas de traiter, mais aussi qu'on ne s'attendait pas qu'il soit si Aussi populaire. Mais populaire. année après année, c'est un texte qui continue d'être consulté. Ouais. Mais vraiment, il y a toutes sortes de choses qu'on peut déboulonner. On a parlé de physique quantique récemment. On a déjà fait des mythes sur le Super Bowl. Donc, vraiment, ça va un petit peu partout. Oui, vraiment. En fait, ça vient de ce qui circule aussi sur les réseaux sociaux, ce qu'on choisit de déboulonner, justement, là. Entre autres, mais dans certains cas, c'est des choses qui circulent sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. C'est Ouais. des sujets intemporels. Ouais. Mais oui, il y a des fois des choses vraiment bizarroïdes, comme tu mentionnais tantôt, l'idée que la gravité terrestre va s'interrompre pendant 7 secondes. Ouais. Ou bien, moi, mon préféré, c'est les gens qui ont prétendu qu'il y avait un ouragan artificiel qui avait été créé pour empêcher Donald Trump de gagner ses élections. Oui, je me souviens de ça. C'est étonnant quand même hein, c'est ce genre d'histoire-là qui circule puis qu'on finit par devoir déboulonner puis qui sont populaires Oui, aussi. parce qu'elles sont très, très populaires. Elles se répandent beaucoup. Et Ouais. bon, ben, il y a une partie du public qui, même s'il trouve que c'est absurde, ne sait pas c'est quoi un ouragan et donc se pose des questions. Faut expliquer qu'on peut pas contrôler ça non plus. Pascal, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi l'agence Science Presse a décidé de fonder une rubrique de vérification de faits spécialisée en sciences. Ouais, ben, fin des années 2000, début des années 2010, il y avait un peu partout dans le monde des nouveaux médias qui apparaissaient voués exclusivement à la vérification des faits, le fact-checking. Mm-hmm. Mais on s'est rendu compte, José Nazat-Drouin et moi, vers 2014-2015, qu'à peu près tous ces médias-là ou ces rubriques-là étaient en politique. Donc, on vérifiait les affirmations de politiciens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Et nous, on s'était dit, il y a aussi, malheureusement, des fausses nouvelles en sciences et en santé. Et donc, on a proposé, à l'époque, c'était au scientifique en chef, Rémi Quirion, on a proposé de lancer une rubrique que les fonds de recherche du Québec pourraient financer, une rubrique qui serait vouée exclusivement à mettre les pendules à l'heure sur un paquet d'affirmations en sciences et en santé. Alors ça, c'était en 2015-2016, quand on a cogité là-dessus. En 2016, c'est l'année où Donald Trump est devenu un candidat sérieux à la présidence des États-Unis. Et il y a même eu un moment où José Drouin et moi, on s'était dit, on va arriver en retard, ça va être passé date, les fausses nouvelles. Oh mon Dieu! Mais c'est vrai que c'est lui qui a vraiment, je dirais, contribué à faire en sorte qu'on utilise beaucoup, beaucoup le mot fake news, puis qu'on commence à parler de désinformation de manière plus générale dans l'espace public, dans les médias, là. Tout à fait. C'est devenu un vrai phénomène social, un phénomène inquiétant même, parce que ça a posé tout un paquet d'autres questions autour sur la crise de confiance du public à l'égard des institutions. Absolument. Et puis, justement, cette particularité de notre rubrique, c'est de s'intéresser aux sujets qu'on peut déboulonner grâce à la littérature scientifique, parce que c'est vraiment ça qu'on fait, là, Kathleen. Oui, bien, tout à fait. Ce qu'on veut ici, c'est pas partager des opinions, c'est vraiment aller vérifier les faits. Donc, une grosse partie de mon travail, là, c'est d'aller voir quelles études ont été faites sur ces sujets-là. Est-ce qu'on a des vraies données pour voir si une rumeur est vraie ou fausse? Et donc, oui, on lit beaucoup d'articles scientifiques pour y arriver. Et ça nous permet vraiment de être le plus factuel possible. Oui, c'est ça. Donc, ça peut demander quand même pas mal de temps déboulonner quelque chose qui circule, hein, en effet. Oui, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est beaucoup plus long vérifier des faits que d'écrire des fausses nouvelles, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est le principe d'asymétrie là, des baratins. Là. C'est plus facile d'en créer que de déboulonner. Là. C'est la loi de Brandolini. Oui, pour faire un sujet, là, ça peut facilement prendre 3-4 jours de travail, surtout lorsqu'on est dans les études en santé, là, où si on veut vraiment faire le tour pour pas justement faire de cherry picking, c'est-à-dire de regarder juste les études qui donnent une vision des choses, là, si on veut être vraiment avoir un regard le plus global possible, bien, c'est sûr que ça prend du temps au niveau de la recherche. Puis aussi, après la rédaction, c'est pas nécessairement facile quand c'est des sujets qui sont plus nuancés et tout ça. Donc, oui, ça prend du temps faire ces articles-là. Oui, puis ce que les gens réalisent peut-être pas, c'est qu'on se révise entre nous pour s'assurer que le texte est clair, que la vulgarisation, si on veut, est bien faite, que tout le monde va comprendre. Il y a ça aussi qui demande du temps, là. Les jeunes en particulier ne le réalisent pas. Je me rends compte dans les écoles que les jeunes s'imaginent que quand Kathleen fait un texte ou quand un journaliste fait un texte, une fois qu'il est fini, il pèse sur le bouton « Publier ». Mais non, en journaliste, un texte va être relu par un rédacteur en chef dans n'importe quel média. Et dans notre code d'écriture de rumeurs, on a même un deuxième lecteur qui va faire une deuxième lecture et donc le texte est renvoyé à Kathleen pour s'assurer qu'elle est d'accord avec les révisions. Alors, c'est ça le travail, c'est ça qui fait que c'est long, mais c'est en même temps ça qui nous permet de dire, on pense être backé en bon québécois. On pense qu'on a bien validé tout ce qui est écrit. Oui, il faut qu'on soit sûr que ça a été bien fait parce qu'on veut justement se positionner comme une rubrique qui va finalement rapporter uniquement des faits. Là. Ça, c'est bien important, là. Oui, exactement. On voudrait pas que quelqu'un, après, justement, un expert du sujet, dise « Ah ben non, là, ce qu'ils ont écrit là, c'est n'importe quoi. » Donc, on veut vraiment être sûr que c'est le plus rigoureux et le plus solide possible. Oui. Donc, notre terrain de jeu, on l'a dit, il est très, très large désormais, d'autant plus qu'on a l'impression que la désinformation scientifique, elle s'est amplifiée. Est-ce que c'est ça, vous, que vous observez là, depuis 10 ans à travailler pour cette rubrique? Bien, il y a des choses, effectivement, qui ont comme contribué à ce que la désinformation, on en parle plus, ne serait-ce que les algorithmes des réseaux sociaux. Là, on réalise de plus en plus maintenant à quel point ils sont vraiment efficaces pour propager la désinformation. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qu'on pensait pas que ça allait être un phénomène aussi important là, il y a 10 ans. Là. C'est difficile à dire s'il y en a plus, mais chose certaine, il y a des domaines dans lesquels ça revient par pic. Il y a eu en particulier sur le climat une étude du CNRS en France en 2023 qui avait étudié la désinformation climatique sur Twitter et qui se rendait compte qu'il y avait des pics d'activité chaque année à l'approche des conférences des Nations Unies sur les changements climatiques, les COP. Et il y a pire que ça, il y a eu une étude en 2022 dans la revue Nature Climate Change qui a elle aussi remonté en arrière,
qui a elle aussi constaté un pic d'activité à l'approche de chaque COP, mais qui a surtout constaté qu'il y avait une polarisation croissante année après année. Autrement dit, les climato-sceptiques, les gens qui nient le réchauffement climatique, sont de plus en plus agressifs dans leurs attaques. Et ça, c'était en 2022. Il est possible que ça ait encore empiré depuis. Oui, c'est ça. Donc, on peut pas dire exactement à quel point la désinformation a augmenté sur les réseaux sociaux, mais on sait que sur certains sujets, elle semble plus active, plus partagée. Les groupes semblent plus organisés aussi, là. Et plus hostile aussi. Plus hostile aussi. Donc, puis le problème avec tout ça, c'est que des fois, ils vont chercher des gens qui sont pas forcément climato-sceptiques, mais qui commencent à douter là, du consensus entourant, par exemple, les changements climatiques. Mais ça, en quelque part, c'est le cœur du problème auquel nous-mêmes on fait face. Il y a sur tous les sujets, que ce soit les vaccins ou le climat, il y a une petite proportion de gens qui sont fermement convaincus, peut-être 10%, qu'on n'arrivera jamais à faire changer d'idée. Mais il y a toute une frange de la population qui se pose des questions, qui a des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, et c'est ces gens-là qu'on peut rejoindre par nos textes. Ouais. Mais malheureusement, comme tu viens de le dire, c'est aussi ces gens-là qui sont peut-être plus perméables au discours de peur que vont utiliser les gens qui font de la désinformation. Oui, puis il y a aussi l'IA là, qui vient complexifier les choses là, parce qu'on peut penser que ça va être encore plus facile de produire de la désinformation sur tous les sujets puis de rendre ça un peu crédible grâce, par exemple, au deepfake notamment, mais aussi parce que les agents conversationnels reprennent des informations peu crédibles et donnent ça en réponse aux gens qui consultent l'information. Oui, puis on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui font leurs recherches sur ChatGPT. Là. Oui, c'est ça. Et donc, ChatGPT, ben, il va chercher une partie de son information sur le web. Et si il y a beaucoup de désinformation sur le web, ben, c'est ce qu'il va répéter aux gens. Donc, l'IA va vraiment vraisemblablement amplifier tout ça là, dans les prochaines années. Il va falloir être très, très prudent. Ça empire les choses, mais si je peux me permettre d'apporter un bémol rassurant, c'est qu'une chose qu'on répète continuellement dans nos formations, justement, les formations en éducation à l'information, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire « Ah, c'est maintenant impossible de distinguer le vrai du faux parce que les images sont trop bien faites. » Ce qu'on rappelle toujours dans nos formations, comme tu le sais, comme Kathleen le sait, c'est qu'il faut d'abord et avant tout que les gens vérifient la source. Parce qu'il y a un nombre effarant de gens qui vont partager quelque chose juste sur la base du titre ou de la photo. Alors que dans certains cas, le truc a été partagé par Anonyme 353, ben on pourrait se garder une petite gêne, se demander, peut-être que je vais prendre quelques secondes pour vérifier c'est qui, ça. Oui. Mais moi, je trouve que aussi c'est peut-être une opportunité, là, justement, de ramener l'importance de l'esprit critique. Là. Même avant l'arrivée de l'IA, on aurait dû toujours être un peu sceptique quand on voit une vidéo qui annonce quelque chose de sensationnel ou une photo qui montre quelque chose de vraiment mystérieux. Et là, avec l'IA, ben, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas le choix de se demander d'où vient l'information, pourquoi quelqu'un voudrait monter cette information-là, est-ce qu'il y a d'autres sources qui en parlent? Donc, ça nous oblige à ramener un peu notre esprit critique et pas juste croire tout ce qu'on nous montre. Là. Ben oui, certainement, tu as raison de souligner ça. Puis plus spécifiquement sur la désinformation scientifique, par exemple, en santé. Là, on l'a vu avec la COVID, à quel point il y en a eu beaucoup. Est-ce que ça a aussi un peu aiguisé l'esprit critique des gens? Est-ce que ça a permis peut-être aux gens de constater que c'était important de regarder justement la source, de s'informer auprès d'experts et puis de vérifier ce qu'on nous donne comme information? La réponse optimiste à ça, c'est que oui, il y a des gens qui ont pris conscience qu'ils avaient des lacunes, il fallait qu'ils soient plus prudents. La version pessimiste, c'est non, parce qu'ils ont pu trouver, grâce aux réseaux sociaux, ce qui confirmait leurs croyances. Moi, je veux croire qu'il y a quand même eu une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que l'information en science, c'est différent de l'information en politique. Il y a des moments où on peut avoir l'assurance que quelque chose est plus solide. Hein? Est-ce que c'est une étude? Est-ce qu'elle est parue? Où est-ce qu'elle est parue? C'est une étude sur des souris ou sur des humains? Donc, je veux croire qu'il y a des gens qui, sans être devenus des spécialistes, ont au moins pris conscience que, peut-être qu'il faudrait que je sois plus prudent quand ça me parle d'un médicament miracle. Oui, puis est-ce que ça a aussi permis, la COVID, d'expliquer
cette idée du consensus scientifique était peut-être mal compris, là. Pourquoi, par exemple, sur un panel sur les changements climatiques, on va pas aller inviter quelqu'un qui est un climato-sceptique, là, justement parce qu'il y en a un consensus sur les changements climatiques. Ça aussi, c'est des choses que, dans les dernières années, on a l'impression qu'on a eu le temps ou l'occasion d'expliquer dans les médias, sur les réseaux sociaux, justement, entre autres à cause de la COVID, là. Ben, j'ai l'impression que non seulement on a eu l'occasion, mais on a été comme obligé de le faire. Mais Ouais. peut-être qu'à l'agence Science Presse, on a cette chance d'avoir le détecteur de rumeurs parce que ce que tu décris ici, expliquer le consensus, c'est pas toujours facile Non. de rentrer ça dans une actualité scientifique. Non. Dans un texte qui déboulonne une fausse nouvelle, ben là, on a l'occasion de dire, ben, comment est-ce qu'on sait que c'est faux? Ben, parce qu'il y a à côté de ça 10 000 études qui disent le contraire. Ouais. Donc, on a eu des opportunités, effectivement, pour expliquer qu'un scientifique et un expert, c'est pas la même chose. Que pour expliquer, effectivement, ça veut dire quoi un consensus? Quand on dit que 10 000 études sur un sujet qui disent que oui, la Terre se réchauffe et que oui, l'humain en est responsable, ben, on peut pas mettre ça sur le même pied d'égalité qu'un scientifique sorti de nulle part qui dit, ben, moi, je suis pas d'accord avec le réchauffement climatique. Donc, ça, on l'a expliqué, puis on a trouvé beaucoup d'occasions dans des textes pour glisser des informations sur voici des choses de base qui font qu'on sait où est la réponse, où sont les éléments les plus solides. Et dans certains cas, ça permet même d'envoyer un message au lecteur comme quoi vous-même, même si vous n'avez pas étudié en sciences, vous auriez pu repérer tel ou tel indice. Absolument. Et on essaie de le faire aussi dans les formations. Tu sais, les textes, c'est une bonne opportunité, mais les formations qu'on fait auprès des élèves du secondaire, du primaire, mais on essaie d'inculquer ça très tôt, ces réflexes-là, puis ces connaissances-là, pour qu'ensuite, ça va faire des citoyens qui sont plus allumés là-dessus, là. Oui, absolument. Tu vois, il y a une chose que José Nadia dit souvent quand elle parle de la création du détecteur de rumeurs il y a 10 ans. Elle dit toujours qu'on avait comme deux objectifs en tête. L'un, de déboulonner des fausses nouvelles, c'est donc notre objectif le plus visible, mais l'autre qui est d'apprendre au public à déboulonner par lui-même. Et donc, les trucs qu'on met dans les articles, mais aussi les formations dont parle Kathleen, c'est pour ça que c'est devenu un élément très important de la mission de l'agence Science Presse puis du détecteur de rumeurs. Oui, c'est ça. C'est vraiment les deux axes du détecteur de rumeurs, la vérification de faits et l'éducation aux médias et à l'information scientifique, absolument. Bon, on a parlé des choses qui nous découragent un peu, de l'évolution de la désinformation. Mais pendant les 10 ans à faire ce travail, qu'est-ce qui t'a donné justement un peu d'espoir, Pascal? On parlait tantôt de la prise de conscience de la COVID. Je pense que c'est une chose qui m'a donné espoir. Le fait que, évidemment, quand on a créé le détecteur de rumeurs, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelques années plus tard une pandémie qui créerait une épidémie de fausses nouvelles. Non. Mais ça a peut-être eu un bon côté, si on peut le dire comme ça, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a vraiment un problème au niveau de la désinformation. C'est pas juste un problème de scientifiques, c'est pas juste un problème de journalistes, c'est un problème qui concerne l'ensemble de la société et qui a des impacts, parce que forcément, une pandémie, ça a des impacts sociaux, ça a eu des impacts politiques et économiques. Donc, ne serait-ce que ça, prendre conscience qu'il faut être plus vigilant face à nos préjugés, face à nos biais cognitifs, face au risque qu'on a tous de tomber dans le piège d'une fausse nouvelle, ben si la pandémie, puis si notre travail n'avait eu que cet impact-là en 10 ans, je dirais, c'est un pas dans la bonne direction. Parce que c'est la seule façon, je veux dire, les fausses nouvelles ne disparaîtront pas. La seule façon par laquelle on va les combattre, c'est en faire en sorte que de plus en plus de gens soient prudents, soient vigilants quand ils sont devant des nouvelles qui les surprennent ou qui les choquent. Et Cathy? Oui. Mais tu sais, je pense qu'effectivement, les gens maintenant sont conscients que ça existe, la désinformation. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui croit maintenant que tout ce qu'ils voit sur Internet, c'est fiable. L'autre chose aussi que je trouve qui est encourageante, mais c'est qu'il y a de plus en plus d'experts et des vrais experts là, qui vont aller parler sur les réseaux sociaux, qui vont faire des capsules, qui vont devenir eux-mêmes influenceurs, mais tu sais, des influenceurs positifs et crédibles pour justement rejoindre les gens et les éduquer à tout ça, là. Oui, puis on peut en nommer plusieurs là, au Québec qui n'étaient pas là quand on a commencé cette rubrique. Évidemment, quand on a commencé, il y avait déjà le pharmacien, il y avait déjà le nutritionniste urbain qui faisait un très bon travail pour démystifier des choses en santé, en nutrition. Mais là, maintenant, on peut nommer la MD Coloré qui vraiment est une médecin qui déboulonne des choses aussi. Je pense aussi à Sarah Bélanger qui est venue sur notre podcast et qui a parlé des mythes sur les cosmétiques, à Denis Fortier, qui est un physiothérapeute. Donc, vraiment,
des gens de différentes expertises qui ont pris parole. Puis il y a aussi des chercheurs. Hein. Le scientifique en chef a demandé, ou en tout cas a encouragé les chercheurs dans cette prise de parole-là, surtout au courant de la pandémie, justement, mais ça a été vraiment une des missions de son mandat, là, d'essayer de convaincre les chercheurs d'aller occuper un espace public, là. Oui, ça s'inscrit dans une tendance lourde. Hein. Je suis assez vieux pour me rappeler d'une époque où c'était encore mal vu un scientifique qui vulgarise. Ah oui? Je dirais que, mais je dirais que dès les années 90-2000, là, Ouais. on a commencé à avoir des pressions de la part des organismes subventionnaires puis des universités pour encourager leurs chercheurs à sortir le plus possible de leur tour d'ivoire et à communiquer. Et évidemment, les nouveaux outils d'Internet dans les années 2000 ont permis ça. Mais comme tu viens de dire, les réseaux sociaux ont été un incitatif parce que, bon, un scientifique qui se fait interviewer, qui écrit des textes, c'est bien, mais il faut qu'il apprenne peut-être à maîtriser la caméra, l'audio. Ouais. Et ça aussi, des gens comme le scientifique en chef, puis des universités, des communicateurs ont mis l'épaule à la roue pour montrer aux scientifiques que on est rendu là en 2026. Il faut, si on veut rejoindre le public, il faut utiliser des nouveaux formats, expérimenter des nouveaux formats. Puis, Ouais. voilà. Ça s'est un peu décloisonné, on pourrait Voilà. dire. Hein? Ça, c'est bien. Oui. Puis c'est super important parce que c'est bien beau de dire aux gens, croyez pas tout ce que vous voyez, allez vérifier si une autre source mentionne la même chose. Bien, s'il n'y en a pas d'autres sources crédibles, Oui. c'est un problème. Donc, on a vraiment besoin que ces chercheurs-là, ces experts-là, créent eux aussi des contenus crédibles qui sont là pour compenser pour la désinformation qui existe. Là. Ben oui, ce que tu soulignes, c'est hyper important. En effet, il faut pas seulement qu'il y ait de la désinformation, il faut qu'il y ait la bonne information. Puis moi, je trouve que les personnes qu'on a nommées, puis plein d'autres, sont super créatifs aussi dans la façon de livrer le contenu. Il y a aussi toutes les personnes qui font de la vulgarisation scientifique. C'est vraiment, si vous faites un effort d'aller suivre sur les réseaux sociaux des gens qui ont vraiment une expertise dans un domaine, puis qui partagent avec vous leurs connaissances, c'est là qu'on voit que la science, elle est effectivement partout, puis super intéressante aussi. Donc, de plus en plus de rubriques de fact-checking, plus de gens qui font de la vérification de faits, mais malgré tout, il y a des mythes qui continuent de circuler, bien qu'on les ait déboulonnés plusieurs fois et qu'il y a plein de textes de vérification de faits là-dessus. Comment on explique ça? Les mythes zombies, là. Les fameux mythes zombies, il y a des gens qui, évidemment, ne lisent pas les textes de vérification des faits, donc ils découvrent quelque chose parce qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui vantait l'idée que les hommes n'ont jamais marché sur la Lune. Ouais. Ils tombent sur quelque chose pour la première fois, puis ça lui semble relever du gros bon sens. Donc, c'est ça qui fait que, pour des raisons que personne ne peut vraiment expliquer, des fois, une vieille rumeur ressurgit. Ouais. Il y a des moments où il y a des cycles prévisibles. La mission Artemis 2, par exemple, au printemps 2026, elle a entraîné une résurgence des croyances à l'effet qu'il y a 50 ans, les humains n'ont jamais marché sur la Lune. Ouais. Mais autrement, ces rumeurs zombies-là, elles apparaissent, puis ils disparaissent, puis elles réapparaissent. Mais tu viens de nommer ça, justement. Souvent, les mythes réapparaissent dans des moments où l'actualité remet ce sujet-là sur la table. Oui. Là. Donc, les gens qui font de la désinformation, ils suivent ce qui circule dans les médias, ils suivent l'actualité, puis ils se collent à ça parce qu'ils savent que leur contenu de désinformation va devenir populaire dans ces moments-là. Ils sont opportunistes, bien sûr. Ouais, c'est Alors, ça. c'est clair qu'il y a eu des études là-dessus. Il y a probablement beaucoup de ces gens-là qui créent de la désinformation, qui ne croient pas à leur propre désinformation. Ouais. Ils regardent qu'est-ce qui est dans l'air du temps, qu'est-ce qui va être populaire, parce qu'il faut toujours se rappeler que leur but, c'est d'avoir du clic Ben oui. et éventuellement des revenus. Donc, oui, c'est pour ça qu'il y a plus de désinformation climatique à l'approche de chaque conférence des Nations Unies sur le climat. Ouais. Il y a de l'opportunisme derrière ça, oui. Oui. Puis aussi beaucoup de désinformation dans des moments où on a encore peu d'informations provenant de vrais médias. Là. Par exemple, en cas d'une catastrophe naturelle ou d'une guerre, d'un événement, comme ça, on va appeler ça un vide informationnel. Et là, la désinformation va aller très, très vite. Hein? Oui, parce que quand il y a des événements comme ça qui surviennent, tout d'un coup, il y a vraiment, comme tu l'as dit, un vide informationnel. Donc, c'est-à-dire que même si on fait de la recherche pour avoir la vraie information, on la trouvera pas parce qu'elle n'a pas été encore produite. Et donc, ça rend la propagation de la désinformation encore plus efficace. Là. Absolument. Oui, puis mais je dirais aussi qu'il y a certaines craintes qui sont
sont toujours là, qui font partie de l'être humain. Tu sais, Ouais. si on parle des anti-vaccins, là, ils reprennent les mêmes arguments depuis 100 ans. Là, Oui. ça change pas. Donc, la peur de quelque chose qui est pas naturel. Donc, Ouais. au départ, les vaccins, c'était ça. Là, c'est l'homme qui a créé ça. C'est pas naturel. La peur des effets secondaires. Est-ce qu'il y a plus de risques d'être vacciné que de ne pas être vacciné? Et toutes les craintes là, par rapport au gouvernement, aux institutions, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et donc, ça fait partie de l'être humain et c'est réutilisé quand on fait de la désinformation, là, Ouais. toujours utiliser ces arguments-là. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça souligne une chose importante en désinformation. Les gens qui créent des contenus connaissent les peurs de l'humain, justement, puis ils vont les exploiter, ils vont miser là-dessus, puis ils vont proposer souvent des remèdes miracles, des solutions faciles à des problèmes, à des considérations, à des préoccupations courantes, là. C'est ça, un des problèmes, là. Oui, ça va jusqu'aux théories du complot, hein. Tous les experts en théorie du complot nous rappellent qu'une théorie du complot, c'est quoi? C'est une explication simple à quelque chose de très compliqué. Oui. Hein? Il y a une crise, il y a une guerre, il y a une famine. Ah, on a trouvé le coupable, le groupe de coupables qui est responsable de tout ça. Ouais. Alors, les fausses nouvelles, c'est la même chose, effectivement. C'est beaucoup plus simple de croire que grâce à la nature, on va tout guérir, que d'essayer de comprendre comment ça fonctionne un vaccin, comment on a créé ça, c'est quoi qui se passe dans notre corps quand notre système immunitaire rencontre un virus alors qu'il a déjà été littéralement prévenu par le vaccin, à quoi ressemble le virus. Tout ça, c'est compliqué à expliquer. Ouais. Alors, beaucoup de gens vont préférer être rassurés en allant chercher l'explication la plus simple possible. Et si, en plus, elle confirme leurs croyances, leurs peurs, leurs inquiétudes, le désinformateur est gagnant. Oui, puis si on voit que cette information-là, elle a été partagée par des milliers de personnes sur des pages hyper populaires, puis partagée par des personnes hyper connues, ben là, c'est encore pire, là. Oui, puis je pense que aussi, c'est que des fois, ça donne un sentiment de pouvoir faire quelque chose. Des fois, malheureusement, l'explication d'un phénomène, ben, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais là, si quelqu'un nous dit, ben, tu as juste à prendre ma formule détox, ça va régler tous tes problèmes de santé, ben, c'est sûr que ça donne l'impression de pouvoir agir sur un problème qui nous échappe, là. Oui. Est-ce qu'il y a des arguments fallacieux qu'on aimerait disons, mettre en terre pour toujours, là, lesquels, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire l'appel au naturel, là, de dire qu'un produit naturel, c'est forcément mieux? On pourrait-tu mettre ça, enterrer ça pour de bon, là? Alors, on pourrait rappeler que le venin de serpent, c'est naturel. Oui, c'est ça. L'arsenic, c'est naturel. Ben oui, tout à fait. Il y a plein de choses qui sont naturelles puis qu'on ne conseille absolument pas de consommer. Non. Donc, mais il y a quelque chose de séduisant ça colle, dans l'appel hein? à la nature. C'est séduisant parce que on se dit que, bon, la nature est là depuis toujours, et nous aussi, puis on n'en est pas mort. Et ben, tout ça est fallacieux, tout ça est faux, mais c'est un côté rassurant parce qu'on a l'impression, comme vient de dire Kathleen, d'avoir le contrôler, notre destin. Face à quelque chose qui est chaotique et qui est compliqué à comprendre, la nature va guérir, c'est tellement plus simple et rassurant. Ah ben oui, absolument. Est-ce qu'il y en a d'autres, des arguments fallacieux que vous aimeriez enterrer pour de bon? Ben moi, je dirais l'argument d'autorité, évidemment. Ouais. On l'a abordé depuis le début de l'émission, mais c'est quelque chose de tellement fort. Puis il y a peut-être là encore une volonté de se rassurer à l'idée que, OK, cette personne-là, elle a des diplômes que j'ai pas, donc je vais y faire confiance. Alors, ça conduit à des erreurs, comme de croire à quelqu'un qui a un diplôme en géologie et qui nous dit que le réchauffement climatique n'est pas avéré. Bon, ben, la géologie, c'est pas la climatologie, c'est deux affaires différentes. Oui. Ça, l'argument d'autorité va être employé par cette personne-là en disant « j'ai un doctorat, je suis de telle université ». On l'a malheureusement vu pendant la COVID. Didier Raoult, pour ne pas le nommer, a été un des influenceurs les plus populaires du mouvement anti-vaccin et anti-mesures sanitaires et anti-masques. Ben, c'est un microbiologiste. Il travaille dans une institution française, donc c'était l'argument d'autorité mur à mur, comme tu disais, ceux qui le défendaient. Cette personne-là a des diplômes, c'est un savant, il a publié plein d'articles scientifiques. Mais tout ça, c'était vrai quand même. C'est pour ça qu'on vrai, comprend. mais c'est pas comme ça que fonctionne la science. C'est pas par l'argument d'autorité. Non, exactement. C'est qu'il fallait qu'il y ait des études pour démontrer ce qu'il prétendait, puis finalement, l'accumulation d'études a démontré qu'il n'y avait pas raison. Ouais. C'est ça. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, là, il y a l'effet halo aussi avec une personnalité
public connu qui est apprécié. Et là, on a le goût de croire tout ce qu'elle dit. Un bon exemple, c'est Gwyneth Paltrow, là, qui a vraiment une industrie de produits de pseudosciences là, et qui vend des choses là, qui peuvent être carrément dangereuses ou qui fait la promotion de pratiques qui sont pas du tout supportées par la science. Là, un exemple, c'est l'ozonothérapie, donc de se faire insuffler de l'ozone dans certaines parties intimes du corps. Et supposément que ça serait bénéfique alors que c'est une pratique qui repose sur rien puis qui peut être dangereux là, dans certains cas. Là. Oui, c'est étonnant que ça ait pogné, comme on dit en bon québécois. Si tu me permets, j'en ai un autre argument fallacieux qui est la fausse équivalence. Parce que c'est quelque chose auquel on est confronté comme journaliste et qui s'inscrit dans une évolution sociale vieille de 20 ou 30 ans, à savoir cette idée que toutes les opinions sur tous les sujets ont toutes une valeur égale. Et donc, ce serait une forme de censure, en tout cas d'attaque personnelle contre la personne, que de lui dire, ben non, ton opinion, là, ça a l'effet que le réchauffement climatique est un canular, c'est pas fondé. On ne peut pas mettre ça sur le même pied d'égalité que l'opinion, entre guillemets, des climatologues. Et ça, cette fausse équivalence, elle est utilisée abondamment par les groupes climato-sceptiques, anti-vaccins, anti-sciences, parce que dans certains cas, c'est la seule arme qu'ils ont. Ils ne peuvent pas présenter de preuves, ne peuvent pas présenter d'études. Alors, ils vont dire, traite mon opinion avec respect. Mon opinion a le même poids que l'opinion de ton expert. Puis moi, je nommerais peut-être aussi le glissement de la corrélation vers la causalité, là, puis qui cause beaucoup de problèmes. C'est-à-dire quand on va prétendre que, cette étude a déterminé qu'il y avait un lien entre cette chose et celle-ci. Oui, il y a peut-être un lien, mais ça ne veut pas dire que c'est un lien de cause à effet. Puis ça cause bien des problèmes. Alors, voilà peut-être... C'est problématique en santé parce que en santé, on ne peut pas faire comme en physique là, et contrôler tous les paramètres pour voir si on a un effet de cause, si on a vraiment un lien de cause à effet. En santé, là, on a plein de principes éthiques qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nos groupes de participants. Et ça rend ça encore plus difficile d'établir des liens de cause à effet qui sont vraiment très solides. Là. Oui, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on pourrait dire que quand un argument manque de nuances puis que c'est un petit peu trop noir ou blanc, il faut se méfier, à moins qu'il y ait vraiment un consensus sur la question. Peut-être un dernier argument fallacieux serait la question de l'anecdote. Ça aussi, c'est une arme qui est abondamment utilisée par ceux qui veulent croire à des médicaments miracles. Ils vont nous dire que je l'ai essayé et ça a marché. Ou ma grand-mère l'a essayé puis ça a marché pour elle. Oui. Bon, en science, la médecine, la science en général déteste l'anecdote parce que oui, peut-être la personne s'est mieux sentie en mangeant du céleri, mais il y a peut-être 200 autres qui l'ont essayé puis pour lesquels il ne s'est rien passé. Et c'est à ça que ça sert les études. C'est de prendre 200 personnes et les comparer. Et s'il y en a juste une qui se sent mieux après avoir pris le nouveau médicament, le nouveau médicament ne fonctionne pas. L'anecdote, elle est abondamment utilisée parce que on aime ça, les témoignages, puis on aime ça, les gens sympathiques, les gens qui nous interpellent, puis qui avaient une situation difficile, une crise, puis grâce au bout de céleri ou de brocoli, ils ont été guéris. Peut-être aussi qu'on pourrait rappeler qu'il faut se méfier un tout petit peu de nous-mêmes. Là. Quand quelque chose, disons, vient nous confirmer ce qu'on aimerait vraiment, là, peut-être qu'on doit se questionner sur les arguments qui sont présentés, puis examiner le contenu, puis se demander si c'est vraiment factuel et pas juste que ça vient rejoindre nos émotions. Oui, tu sais, ça, c'est le biais de confirmation. Donc, on cherche toujours, notre cerveau cherche les preuves que ce qu'il pense, c'est vrai. Puis ça, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Nous-mêmes, comme journalistes, constamment, quand on vérifie des rumeurs, il faut voir qu'est-ce que nous, on en pense déjà parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Moi, je vais donner un exemple. Puis j'ai vérifié qu'est-ce qui existe comme étude sur l'entraînement au sommeil. Moi, personnellement, des bébés? Oui, pour les bébés. Moi, personnellement, c'est pas une approche qui me plaît beaucoup, mais il fallait justement que je sois consciente que j'ai peut-être tendance à chercher plus des études qui disent que c'est pas une bonne idée. Alors, dans ma recherche, il fallait que je fasse attention d'essayer d'être le plus neutre possible. Puis, pour être le plus neutre possible, il faut reconnaître qu'on l'est pas tant que ça au départ. Oui, parce que comme journalistes qui faisons du fact-checking en science, on peut pas se permettre de faire ce qu'on appelle du cherry-picking, d'aller choisir ce qui fait notre affaire parce qu'effectivement, tout le monde a ces biais-là cognitifs dont on vient de parler. Là. Exactement. On a déjà évoqué quelques astuces, mais si on devait établir la liste des astuces que des gens devraient appliquer pour, disons, contrer la désinformation, ça serait quoi, selon vous? Je pense que vraiment, la
la première chose à faire, c'est de voir quelle est la source de cette information-là. Ouais. Juste faire ça, ça nous permet d'éliminer tellement de désinformation. Donc, savoir qui est la personne qui nous parle. Déjà, est-ce qu'on peut l'identifier? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens anonymes et c'est toujours suspect. Là. Quelqu'un qui ne veut pas se nommer, on se demande pourquoi. Donc, est-ce qu'on peut l'identifier, qui elle est? Est-ce qu'elle a une expertise pour parler de ça? Est-ce qu'elle a des raisons aussi pour nous parler de ces choses-là? Est-ce qu'elle a des intérêts financiers ou est-ce qu'elle a une idéologie à défendre? Donc, je pense que déjà, si on fait juste cette chose-là, cette vérification-là, on va déjà pouvoir se débarrasser de beaucoup de fausses nouvelles. Oui, tout à fait. Si tout le monde développait ce réflexe-là, de prendre des fois quelques secondes pour vérifier la source, ou dans certains cas quelques minutes, la quantité de fausses nouvelles diminuerait considérablement parce que un grand nombre de gens, sans même avoir étudié en sciences, comme dit Kathleen, réaliseraient que, oups là, ça m'a pas l'air trop sérieux cette source-là. J'ai en tête un YouTuber français qui est extrêmement populaire et extrêmement efficace sur les réseaux sociaux. Il passe bien devant la caméra. Et une de ses lubies, c'est que la Lune est creuse et artificielle. Oh mon Dieu. Comme l'étoile noire dans Star Wars. Là. Alors, ce type-là a pourtant l'air convaincant quand il parle de COVID puis de santé, mais quand on découvre ça, on se dit « Oups là, je suis pas sûr. Peut-être que je devrais me trouver une autre source. » Oui, en effet. Mais c'est quand même pas toujours facile pour tout le monde là, de déboulonner des contenus à caractère scientifique parce que beaucoup de personnes vont avoir disons, un complexe d'infériorité face à la science. Mais attention, ce que vient de dire Kathleen sur l'idée de vérifier la source, on ne demande pas aux gens, on ne s'attend pas à ce que les gens vérifient l'information par eux-mêmes ou qu'ils déboulonnent eux-mêmes, qu'ils déterminent si c'est vrai ou faux. Tout ce qu'on s'attend d'eux, c'est qu'ils aient le réflexe de se dire « Est-ce que c'est une source crédible? Peut-être pas. Peut-être que je devrais me chercher une autre source. » Et la suite, ça nous appartient comme journalistes, ou c'est le rôle des scientifiques qui vulgarisent, qui vont aller plus en profondeur. Mais minimalement, tout le monde, sans expérience en sciences, sans études en sciences, est capable de dire si Anonyme 353 est une source fiable ou pas. Je comprends. Puis, j'avoue que même comme journaliste scientifique, oui, j'ai une bonne base en sciences, mais par exemple, quand j'écris des textes sur la physique quantique, je connais absolument pas ça dans le détail. Je peux pas vérifier des choses, mais dans le fond, ensuite, mon travail, c'est de trouver les gens qui ont les connaissances pour pouvoir me dire si oui ou non c'est possible. Parce que moi, personnellement, Kathleen Couillard, je peux pas me prononcer là, sur des mythes sur la physique quantique. Mais donc, c'est vraiment d'aller chercher l'expertise des gens qui, eux, connaissent le sujet. Là. Ouais. Puis il y a la fameuse question de l'opinion versus le fait, parce que tu demandais quelles sont les astuces qu'on peut demander aux gens. Ben, en plus de vérifier les faits, ce qui est à la portée de vérifier la source, ce qui est à la portée de tout le monde, c'est de se demander ce que je suis en train de lire ou d'écouter là. Est-ce que c'est basé sur du solide ou si c'est l'opinion de quelqu'un? On ne demande pas là encore à la personne de déterminer si ce qu'elle entend est vrai ou faux. Juste de prendre un pas de recul pour se dire OK, ça c'est juste son opinion là. Peut-être que je devrais aller voir s'il y a des sources solides ailleurs. Donc, c'est important parce que cette distinction, cette confusion entre le fait et l'opinion, vous le savez, elle est à l'origine d'une quantité gigantesque de fausses nouvelles qui circulent. Dans certains cas, ça saute aux yeux quand on commence une vérification que, OK, mais ça c'est finalement mur à mur, c'est l'opinion d'une personne qui a prétendu que le brocoli guérissait le cancer. Bon, ben, c'est là que commence le travail de quelqu'un. Ça repose sur rien, exactement. Ben, alors que d'autres fois, il y a des gens qui transforment un peu ou qui ont mal compris une étude puis qui vont l'avoir un peu interprétée tout croche, comme je mentionnais tout à l'heure, les gens qui vont faire une confusion entre corrélation et causalité. Des fois, c'est des erreurs de bonne foi, quand même, il faut dire. Là. Pas tout le monde qui a une bonne littératie scientifique. Puis ça peut être complexe là, quand on parle d'études qui établissent des liens de cause à effet là, au niveau des analyses statistiques, des analyses des facteurs qu'on appelle les facteurs confondants, donc qui pourraient avoir une influence sur le résultat. Bien, c'est complexe. Puis c'est là, justement, que l'expertise de quelqu'un qui connaît ça, c'est important parce que ça prend vraiment une bonne formation là, en statistique pour pouvoir analyser des données comme celle-là. Donc, c'est normal que ça soit difficile pour monsieur, madame, tout le monde. Et c'est ça aussi quand on parle aux gens qui disent faire leur propre recherche, bien, c'est que c'est bien beau de dire je trouve des articles, je trouve des études, mais ensuite analyser là, si ces études-là sont rigoureuses et solides, bien ça, c'est une autre paire de manches, là. Oui.
Mais c'est quand même important de développer sa littératie scientifique. Si on estime qu'on comprend pas bien certaines choses, il y en a des outils. Et nous, on a même fait une formation pour le grand public, puis aussi pour les gens qui font de la communication ou qui estiment peut-être avoir des trous. Donc, on donne toutes sortes d'astuces dans cette formation-là qui est gratuite en ligne. Pour nous, c'est important de faire ça, là. Ben, c'est important parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont un complexe d'infériorité face à la science et qui s'imaginent que c'est trop compliqué pour eux. Or, cette formation-là, Décoder l'info scientifique, vise au contraire à dire non, il y a des choses de base que vous pouvez vérifier, même si vous n'avez pas étudié en physique ou en chimie ou en biologie. Ouais. Comme, par exemple, l'institut de base en sciences, est-ce qu'il y a une étude derrière ça? Ouais. Ou si c'est juste un scientifique qui émet son opinion. Et si oui, quel type d'études, parce que toutes les études n'ont pas la même valeur. Donc, l'idée n'est pas de demander aux journalistes, par exemple, qui n'auraient pas de formation en sciences, ou au grand public, l'idée n'est pas de leur dire « allez lire l'étude ». L'idée est de leur dire « il y a quelques indices de base que vous pourriez repérer peut-être dans le titre, dans le résumé, avant de sauter aux conclusions. » Ouais. Des choses aussi simples que, est-ce que, par exemple, il y a un groupe contrôle. Donc, quand on teste un médicament, généralement, on va avoir des gens qui prennent le médicament et des gens qui prennent Un placebo. un placebo, donc quelque chose qui a l'air du médicament, mais qui n'est pas le médicament. Et ça, ces groupes contrôle-là, ils sont super importants. Si une étude n'en a pas, ça nous dit déjà qu'il faut s'en méfier. Ou regarder les échantillons. Est-ce qu'on a analysé 10 personnes, 200 personnes? Donc, juste déjà ces deux éléments-là nous en disent beaucoup sur l'étude, là. Bon, ça aide en tout cas à approfondir son esprit critique. Là, si ça vous intéresse de faire le cours, là, il est disponible en ligne sur le site de l'agence Science Presse. On a déjà dit qu'on aurait sûrement encore beaucoup de travail parce que des mythes à déboulonner, il en reste encore beaucoup, puis il va en avoir de nouveaux. Mais ça va être quoi nos défis, selon nous, compte tenu du contexte actuel, là? Ben, le premier défi et le moins réjouissant dont il faut parler, c'est le financement. Détecteur de rumeurs, c'est une petite équipe. Il est au sein de l'agence Science Presse, qui est un média à but non lucratif. Et donc, le financement est fragile, dépend en particulier, entre autres, des fonds publics. Et c'est pas juste nous, le problème, parce que je mentionnais au début les organismes de vérification des faits à travers le monde. Il y a un organisme qui s'appelle l'IFCN, un réseau international de vérification des faits qui regroupe quelques centaines d'organismes comme nous, et ils publient chaque année un état de la situation. Et dans leur rapport 2026, quand ils regardent le financement en 2025, il y a un recul presque généralisé. Pour la moitié des organismes ont vu leur financement reculer. Ouais. Une des causes, c'est Facebook. Ou une des causes des inquiétudes, je devrais dire, c'est Facebook. Parce que Facebook, au début de 2025, donc, a coupé son programme qui appelait des tierces parties. C'est le programme par lequel Facebook versait de l'argent à des organismes accrédités par cet organisme, l'IFCN, pour vérifier des messages que des usagers avaient qualifiés de douteux. Donc, Facebook a coupé ça aux États-Unis et il y a des craintes que ce soit coupé ailleurs dans le monde. Il y a à peu près la moitié des organismes accrédités par l'IFCN dont la source de financement principale, c'est Facebook, en particulier dans les pays en voie de développement. Donc, si ça s'interrompt, il y a des organismes qui meurent carrément. Mais même au-delà de ça, quand on regarde la liste des organismes, il y en a beaucoup dont le travail repose en bonne partie sur le bénévolat. Alors, c'est fragile. C'est vraiment quelque chose de fragile. Le seul point positif qu'on peut voir de ce travail que fait l'IFCN depuis des années, c'est que quand on regarde leur dernier rapport que je mentionnais, donc oui, il y a une fragilité du financement, mais 62% des organismes disent que leur audience a augmenté. Donc, il y a un paradoxe ici qui est presque désolant, c'est-à-dire c'est plus populaire le fact-checking, mais en 2025 par rapport à 2024, il y a un grand nombre d'entre eux, le financement a diminué. Oui, bon. Donc, ça serait quelque chose, un défi, en tout cas. Un enjeu pour les 10 prochaines années, pas juste pour nous. Oui, absolument. Kathleen? Bien, moi, je trouve que aussi le climat actuel au niveau de la société, et on le voit là sur les réseaux sociaux, des fois, ça peut rendre les choses plus difficiles dans le sens qu'il y a beaucoup de polarisation. Et donc, moi, j'avoue, là, il y a des sujets des fois que je me dis, je sais que ça serait important d'en parler. J'ai pas tant le goût parce que je sais qu'on va recevoir des commentaires et pas toujours agréables. Oui. En particulier, moi, je trouve les sujets plus sociaux, là, si on parle de trucs qui vont toucher au racisme, l'homophobie, la transphobie,
Ça, c'est vraiment des sujets qui La sont plus reproduction, difficiles. même, des choses Oui. comme ça, là, oui, Puis, oui. puis même des fois des sujets moins sérieux. Là, si on a parlé tantôt là, de sommeil des bébés, étrangement, là, tout ce qui touche les enfants, là, les gens sont très polarisés là-dessus souvent. Donc, c'est des sujets qui sont pas toujours faciles à traiter. Il y a des sujets aussi qui sont plus délicats à traiter lorsqu'on parle, par exemple, de la maladie de Lyme chronique ou la sensibilité aux ondes électromagnétiques. Bien, on sait que ça touche des gens qui ont des symptômes difficiles et en même temps, on veut les protéger contre des personnes qui voudraient profiter de leur situation, mais donc, c'est toujours à traiter avec des gants blancs Oui. parce qu'on veut pas heurter les gens qui souffrent, mais en même temps, on veut les Établir des informer. faits. Donc, ça aussi, c'est des sujets qui sont un peu difficiles à traiter parfois. Oui, puis qui demande, bon, on a vu, hein, le pharmacien a fait une série de, je sais pas, 10 épisodes là, sur la maladie de Lyme chronique. C'est parce que des fois, ça demande un niveau de détail pour bien décortiquer un sujet, aller dans toutes les nuances. Et puis nous, comme on fait beaucoup d'écrits, évidemment, c'est difficile de faire, je ne sais pas combien d'articles sur le même sujet parce qu'on doit justement aborder, comme on le disait au début, toute une variété de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. On n'est pas juste spécialisé en santé, par exemple. Donc, on doit faire des choix difficiles. Puis effectivement, je suis d'accord avec toi. Des fois, on s'auto-censure. On dit, oh mon Dieu, si je fais ce sujet-là, on va s'attirer des foudres ou ça va être compliqué, ça va être trop long. Déjà qu'on passe beaucoup de temps pour faire du fact-checking. Donc, on a des ressources limitées, hein, aussi. C'est ça. Oui, puis c'est des sujets qui sont complexes parfois. Donc, Ouais. on peut... si je pouvais répondre toujours telle information vraie, telle information fausse, ça serait plus facile, mais souvent, ça dépend, c'est pas certain et tout ça. Ouais. Donc, ça rend ça plus compliqué un peu à traiter. Complètement, complètement. Avant de terminer cet épisode, on avait envie de saluer notre directrice générale, Josée Nadia Drouin, qui prend sa retraite. Ça fait longtemps qu'elle est à l'agence, puis elle a vraiment été centrale à ce projet-là, fou, de lancer une rubrique de vérification de faits spécialisée en sciences. Oui, elle était centrale à tous les projets de l'agence depuis 20 ans, effectivement. L'émission Je vote pour la science, c'est Josée Nadia qui l'a partie. Les blogs pour les scientifiques, à une époque où on commençait à peine à entendre le mot blog. Et effectivement, le détecteur de rumeurs en 2015-2016, elle était centrale au lancement de ça. Ça a été... c'est une grosse perte pour l'agence d'avoir quelqu'un qui part à la retraite comme ça. C'est quelqu'un dont le travail était inestimable. Là. Je pense qu'on est tous... on va tous vivre un deuil quand elle ne sera plus là. Oui. Mais c'est important de le souligner parce que, alors qu'on fête les 10 ans du détecteur de rumeurs, il y a beaucoup de Josée Nadia Drouin dans le détecteur de rumeurs. Oui, bien sûr, tout à fait. Puis je pense qu'on pourrait aussi insister sur l'importance, ou en tout cas, sa passion aussi pour tout ce qui est éducation aux médias et à l'information. Là. Parce que, tu sais, on le souligne pas si souvent, mais l'agence, là, vraiment a été aux premières loges là, quand s'est créé ce mouvement-là d'éducation aux médias. Les premières formations là, dans les cégeps, ça a été nous, là, l'agence, qui les avons fait. On est aussi à l'origine du projet 30 secondes avant d'y croire. On a cofondé le Centre québécois d'éducation aux médias. Donc, Josée Nadia, elle avait vraiment cette passion-là aussi pour l'éducation aux médias, puis outiller les gens là, pour les aider à mieux s'informer. Tout à fait. C'est cette idée qu'on ne doit pas juste déboulonner des nouvelles, mais aider les gens à les déboulonner, ça vient beaucoup d'elle. C'est elle qui a toujours poussé l'épaule à la roue pour que le détecteur de rumeurs ait ces deux axes. Puis Josée Nadia a toujours aussi été là pour la relève en journaliste scientifique. Moi, le premier texte que j'ai écrit comme journaliste, c'est Josée Nadia qui m'a donné une chance. J'avais pas d'expérience et tout ça. Puis je pense que si je fais ce travail-là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et puis, ça a toujours été important pour elle, là, justement, d'impliquer la relève, des stagiaires, des journalistes pigistes à l'agence. Et donc, je pense que le milieu du journaliste scientifique lui doit beaucoup. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, on sent que nous qui restons à l'agence, on a encore cette passion-là pour vérifier les faits, puis continuer à outiller les gens à mieux s'informer. Je vois la lumière briller dans vos yeux. Et puis, donc, je pense qu'on peut se projeter dans l'avenir, en tout cas.
Hein? Oui. Ouais. Oui, un autre 10 ans comme ça serait exceptionnel. Ouais, je nous le souhaite aussi, vraiment. Alors, ben, c'est tout pour cet épisode spécial sur le 10e anniversaire du détecteur de rumeurs, qui est une production de l'agence Science Presse soutenue par le scientifique en chef, le Fonds de recherche du Québec ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Aujourd'hui, mes invités étaient Pascal Lapointe et Kathleen Couillard. À la réalisation, Bruno Mercure. À l'animation et à la production, moi-même, Ève Baudin. Nous sommes au studio Réservoir Audio. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous informer auprès de sources fiables.